Elle n'était qu'une stagiaire, au tout début de sa carrière. Lui, un millionnaire habitué à tout contrôler, sauf ce qu'il a ressenti en la voyant. Croyez-vous que l'amour puisse naître là où il n'y avait que pouvoir et désir? Alors laissez un like et racontez-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une passion qui a tout bouleversé? Ou rêvez-vous que cela vous arrive? Découvrons ensemble ce qui se passe lorsque deux forces opposées décident de ne plus se combattre, mais de brûler ensemble. Fermez les yeux, ouvrez votre imagination et voyagez avec moi. Le ciel au-dessus de Paris était pâle, teinté d'un gris presque métallique, filtrant paresseusement la lumière du jour. Les tours de verre du quartier d'affaires de la Défense reflétaient une ville qui feignait le silence. À l'intérieur du siège du groupe Dumont-Équité, le temps obéissait à d'autres règles, ponctuelles, efficaces, mathématiques. Là, chaque seconde avait la valeur d'un actif. Le hall principal était vaste et froid, un véritable hôtel au pouvoir moderne. Marbre poli, sculptures linéaires, panneaux de verre dépolis, et surtout un silence, qui n'était pas absence de bruit, mais imposition de l'ordre. Constance Marchand traversa l'espace d'un pas mesuré, vêtue d'un tailleur gris, perle à la coupe impeccable. La jupe, juste sous le genou, suggérait plus qu'elle ne montrait. Le chemisier de soie était noué à la base du cou d'un ruban lâche, et ses cheveux châtains, relevés en un chignon bas, laissaient échapper quelques mèches savamment négligées. Elle ne portait aucun parfum apparent, mais quelque chose en elle restait dans l'air après son passage, une trace subtile, impossible à ignorer. Le vigile à l'entrée ne demanda même pas son nom. Elle était sur la liste. La réceptionniste lui indiqua l'ascenseur d'un simple signe de tête. Aucun mot n'a été échangé. Et pourtant, tous les regards muets autour semblèrent se tourner vers elle, juste un instant. Elle n'était pas la plus belle, ni la plus provocante, mais il y avait en elle un rythme secret, comme une mélodie que seuls quelques-uns savaient entendre. Marcus Dumas, au 42e étage, contemplait Paris sans vraiment la voir. Son bureau était une capsule suspendue au-dessus de la ville. Du verre partout, peu de meubles. Un costume bleu marine reposait sur le dossier de son fauteuil. Il en portait un autre, gris anthracite, cravate desserrée, chemise blanche à col ouvert. Ses yeux étaient d'un gris mat, profond, trop attentif, des yeux de ceux qui calculent même lorsqu'ils semblent distraits. Il était seul, comme toujours. La matinée était rythmée par une série de rendez-vous, réunions avec des investisseurs du Qatar, renégociations avec le groupe suisse et dernière révision du contrat avec Rochefort Investissement, évalué en milliards. Rien d'inhabituel pour Marcus. Jusqu'à ce qu'il remarque la silhouette traversant le couloir, pas comme quelqu'un qui s'impose, comme quelqu'un qui appartient déjà au lieu. Elle ne contournait personne, mais n'imposait pas non plus sa présence. Elle était une énigme posée au centre du décor. Il se pencha légèrement, le menton appuyé sur les doigts, sa respiration suspendue par instinct. « Céline !» appela-t-il à travers l'interphone. « Monsieur ?» Qui est la femme en jupe grise qui vient de passer devant ton bureau. Un silence. Constance Marchand, monsieur, la nouvelle stagiaire du service juridique. Elle est arrivée cette semaine, recommandée par le professeur Duhamel, de la Sorbonne. Marcus ferma les yeux une seconde. Sorbonne, arbitrage international. Il connaissait le professeur, il connaissait la rigueur de ses recommandations. Et pourtant, quelque chose dans ce nom le dérangeait. Constance, comme s'il savait déjà qu'elle ne serait pas juste un nom parmi d'autres. 2 heures plus tard, la salle de réunion du 41e étage était prête. Fauteuil en cuir anthracite, table ovale en verre fumé. La lumière naturelle du matin se diffusait à travers les rideaux translucides, se posant sur les documents disposés avec une précision presque obsessionnelle. Le service juridique, des investisseurs, des avocats invités. Marcus entra en dernier, et comme toujours, les murmures cessèrent avant même qu'il ne prononce un mot. Son silence était un langage de commandement. Il hocha simplement la tête et s'assit en bout de table. Constance était déjà là, à l'extrémité opposée, presque invisible parmi les hommes en costume coûteux et les femmes influentes. Imperturbable.
les mains croisées sur les genoux. Aucune tentative pour paraître importante, mais aucune hésitation non plus. Son regard parcourait les clauses avec la froideur de ceux qui comprennent la structure et la beauté d'un contrat bien rédigé. Quand la directrice juridique, Madame Laffitte, présenta la dernière version de l'accord avec Rochefort, tout le monde acquiesça avec naturel. C'était prêt, parfait. Marcus s'apprêtait à clore la séance jusqu'à ce qu'une voix tranche l'air, basse mais ferme, comme si chaque mot avait été pesé avec un métronome invisible. « Pardon, il y a un problème dans la 14e clause, 2e paragraphe. » Tous les regards se tournèrent lentement, y compris ceux de Marcus. Il ne reconnut pas la voix comme un son, mais comme une sensation. « Quel genre de problème, mademoiselle ?»« Marchand, Constance Marchand, » répondit-elle sans la moindre hésitation. « La clause de rétrocession des actifs, en cas de défaut extraterritorial, peut être bloquée par une juridiction de 3e degré si la territorialité n'est pas liée à l'instance d'origine. » Silence. Le vrai, cette fois. Madame Laffitte arqua un sourcil sceptique. « Vous pouvez nous montrer ?» Constance ouvrit sa chemise cartonnée, effleura les pages du bout des doigts avec une précision chirurgicale et fit pivoter le document vers elle. Puis, elle pointa. « Ici. » Le langage est flou. Le risque, c'est que Rochefort invoque la bonne foi contractuelle en cas de blocage externe, même dans un contexte de gestion délibérément fautive. Marcus l'observait sans détourner les yeux. Ce n'était pas seulement le contenu technique, c'était la précision de l'exécution, la clarté sans nervosité, la maîtrise sans arrogance. « Comment avez-vous remarqué cela ?» demanda-t-il d'une voix plus basse, presque intime. « J'ai lu des décisions similaires dans des arbitrages impliquant des fonds d'Asie centrale. Elles étaient dissimulées en bas de page, » répondit-elle, comme s'il n'y avait pas d'autre endroit logique pour chercher la vérité. Il ne dit rien pendant une seconde. Il tira simplement vers lui la copie du contrat et relut la clause avec plus d'attention. C'était bien une faille, petite, mais dans un contrat de 5 milliards, le détail était le monstre qui dormait sous le lit. « Mademoiselle Marchand, » dit-il sans la regarder directement, « je veux que vous travailliez avec l'équipe juridique sur la reformulation de cette section. » Personnellement. Madame Laffitte ne protesta pas. Aucun des autres non plus. Constance se contenta d'acquiescer. Lorsque la réunion se termina et que les directeurs se dispersèrent comme des ombres conscientes d'avoir été dépassés par quelqu'un d'inattendu, Marcus resta assis. Constance rangeait encore ses papiers. Ils étaient seuls. « Vous aimez montrer où les géants trébuchent ?» demanda-t-il sans ironie. Elle leva les yeux, croisa les siens comme on traverse une corde tendue entre deux immeubles. « Non, monsieur, j'aime simplement éviter qu'ils ne tombent, même quand on ne me le demande pas. »« Vous avez le sang-froid » commenta-t-il, sans savoir s'il s'agissait d'un reproche ou d'une forme de fascination. « Et vous, vous avez des yeux qui mesurent tout, y compris vous-même, » répondit-elle, avant de quitter la pièce, comme si elle y avait laissé bien plus que des papiers. Ce soir-là, Marcus ne se rendit pas au dîner habituel avec les investisseurs. Il annula, préférant sortir avec une mannequin espagnole de passage en ville. Il s'était déjà retrouvé ailleurs dans le monde, mais jamais à Paris. Après quelques heures intenses dans son penthouse, Isabelle dormait nue dans son lit aux draps égyptiens, tandis que lui regardait Paris illuminé avec le même regard qu'à l'habitude. Mais un léger malaise lui nouait l'estomac, comme si quelque chose dans son propre reflet sur la vitre n'était plus à sa place. Constance Marchand ne le hantait pas comme un souvenir. Elle le poursuivait comme une pensée inachevée. Ce n'était pas seulement du désir, c'était du trouble. Et lui, habitué à tout prévoir, sentait pour la première fois depuis des années qu'il avait perdu la prévision. Le lendemain, il demanda à sa secrétaire de convoquer Constance du service juridique. Il voulait qu'elle travaille dans le bureau adjacent au sien, prétextant qu'elle était un talent brut qu'il voulait suivre de près, ce qui, en soi, n'était pas tout à fait un mensonge. Céline, toujours discrète, exécuta l'ordre sans poser de questions. Marcus commença à solliciter sa présence constamment. La plupart du temps, c'était pour poser des questions dont il connaissait déjà les réponses.
Il voulait simplement qu'elle soit là, pour sentir ce parfum aux notes d'agrumes légèrement sucrées qui l'accompagnait toujours. Chaque jour, il la désirait davantage. Il se surprenait à l'imaginer sur le bureau, dans l'ascenseur, rêvant de concrétiser ses fantasmes le plus rapidement possible. Il voulait l'attirer contre lui et l'empêcher de partir. Il voulait la tester jusqu'à la voir vaciller. Il voulait comprendre où, en elle, se trouvait le point de rupture. Mais il soupçonnait peut-être qu'elle n'en avait pas. Il se sentait irrémédiablement attiré par cette femme. 2 semaines passèrent, et Marcus trouva l'occasion parfaite pour la voir plus près de lui, et en tête-à-tête. Il demanda à Céline, sa secrétaire, d'acheter un billet supplémentaire et d'informer Constance qu'elle participerait à la réunion sur la Côte d'Azur pour une négociation importante. Céline trouva cela inhabituel. Lorsqu'il emmenait quelqu'un pour ce type de déplacement, c'était toujours Madame Laffitte, la directrice du service juridique. Mais fidèle et toujours discrète, Céline exécuta la demande de Marcus sans poser de questions. 3 jours plus tard, ils débarquèrent sur la Côte d'Azur, où une voiture de location les attendait déjà. La Côte d'Azur était une peinture en mouvement. Le ciel oscillait entre le bleu et l'ambre, comme si la fin du jour refusait de céder sa place à la nuit. Les oliviers projetaient de longues ombres sur le chemin de gravier blanc menant au château des Ormes, une propriété du XIXe siècle transformée en lieu de rencontre de haut niveau où des contrats de plusieurs milliards étaient scellés entre des verres de Chablis et des regards savamment maîtrisés. La voiture noire glissait silencieusement sur l'allée comme une virgule entre 2 mondes. À l'intérieur, Constance Marchand gardait le dos droit et les mains croisées sur les genoux. Elle portait un tailleur en lin foncé, ajusté avec une précision presque cruelle, et tenait une serviette en cuir contenant des documents qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser immédiatement. Il y avait quelque chose de monastique dans sa manière d'occuper l'espace, comme si sa présence avait été mesurée avec un instrument invisible. À ses côtés, Marcus Dumas gardait le visage tourné vers la fenêtre. Le reflet de la mer découpait son profil comme un sculpteur indécis. Ses yeux gris étaient éteints, mais à l'intérieur bouillonnait une nervosité qu'il ne savait même pas pouvoir ressentir. « Vous aimez le littoral ?» « Oh » demanda-t-il, brisant le silence sans détourner la tête. Constance mit quelques secondes à répondre. « J'aime le silence que la mer impose », dit-elle, sa voix basse, comme si elle craignait que le paysage ne l'entende. Il acquiesça simplement. Le silence entre eux n'était pas pesant. C'était une respiration suspendue, prête à changer de rythme. Le château apparaissait entre les arbres comme un souvenir oublié d'une France d'autrefois. Façade en pierre claire, fenêtres en arche, balcons en fer forgé, jardin imprégné de lavande. L'air portait l'odeur de la terre chaude mêlée au sel des vagues qui se brisaient au-delà de la falaise. Céline, la secrétaire de Marcus, était arrivée la veille et avait tout organisé avec précision. Suites séparées, bien sûr, documents imprimés, itinéraires révisés. Mais même Céline, avec son talent pour lire entre les mots et les gestes, ne savait pas vraiment ce qui se négociait là, au-delà des contrats. Constance monta à sa chambre au 2e étage d'un pas ferme, mais lent. Dès que la porte se referma derrière elle, elle s'adossa un instant au bois, comme pour absorber les vibrations du lieu. La pièce était vaste, décorée dans des tons neutres, avec des touches discrètes d'opulence. Un miroir ovale reflétait sa silhouette devant la fenêtre, où la mer teintait le ciel de nuances de vin blanc. Elle déposa sa serviette sur le fauteuil et s'approcha du balcon. Dehors, la lumière dorée du crépuscule dansait sur les balustrades en fer forgé. En bas, les invités se mouvaient dans le jardin comme les pièces d'un jeu d'échecs entamé bien avant son arrivée. Constance savait que ce voyage ne concernait pas uniquement des contrats. Marcus voulait l'observer, la tester peut-être, comprendre où finissait sa réserve et où commençait sa reddition. Mais lui aussi se dévoilait, et elle le percevait. Son contrôle commençait à se fissurer sur les bords. À 20 heures, le cocktail débuta sur la terrasse de pierre tournée vers la mer. Les coupes tintaient avec délicatesse. Les hommes en costume parlaient en alternant le français, l'anglais, l'allemand.
Les femmes souriaient avec les yeux, jamais complètement avec les lèvres. La politique du lieu était claire, tout se disait sans être dit. Constance descendit vêtue d'une robe noire à fines bretelles et coupe biaisée. Le tissu épousait son corps comme s'il avait été dessiné à partir d'une pensée intime. Ses cheveux étaient lâchés, retenus seulement par une pince dorée sur le côté, comme si elle s'était coiffée sans effort. Elle ne portait aucun bijou, seulement une paire de boucles d'oreilles simples, et la confiance de celle qui n'a pas besoin d'artifice pour être remarquée. Lorsqu'elle entra sur la terrasse, la conversation sembla hésiter un instant. Comme si quelqu'un avait retourné une carte inattendue sur la table. Marcus la vit de loin et ne chercha pas à le cacher. Ses yeux se posèrent sur elle comme un accord grave. Il termina sa phrase avec un investisseur suédois et s'avança vers elle d'un pas si maîtrisé qu'il aurait pu sembler naturel s'il n'avait été délibérément dessiné pour traverser ce champ de tension. « Bonsoir », dit-il en s'approchant. Le ton n'était pas une simple salutation, c'était une reconnaissance. « Bonsoir, monsieur Dumas », répondit-elle avec une douceur qui était, en soi, une forme de résistance. « Vous vous sentez à l'aise ? Assez pour garder les yeux ouverts, » dit-elle en acceptant la coupe de champagne qu'un serveur lui tendait. « J'ai déjà repéré 3 tentatives de manipulation déguisées en compliments. Et cela fait à peine 1 heure, commenta-t-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils restèrent quelques secondes en silence, observant la mer noire et calme au-delà de la balustrade. Le vent jouait avec l'ourlet de sa robe et les mèches libres de ses cheveux à lui. La ville semblait suspendue hors du temps. « Pourquoi m'avez-vous emmené ?» demanda-t-elle, sans tourner la tête. « Parce que j'avais besoin de quelqu'un capable de voir au-delà de l'évidence. Et vous ? Qu'essayez-vous exactement de voir en moi ?» Il se tourna vers elle, la fixant avec le calme d'un homme qui n'a jamais eu besoin de presser ses décisions. « J'essaie de comprendre jusqu'où va votre contrôle. » Constance ne répondit pas immédiatement. La brise portait l'odeur iodée de la mer et ses yeux restaient fixés sur l'horizon. Enfin, elle se tourna vers lui, ses cils projetant des ombres courbes sur son visage. « Peut-être que je fais la même chose avec vous ?» dit-elle avant de porter le liquide doré à ses lèvres et de s'éloigner, le laissant sans voix. Des heures plus tard, lorsque les salons se turent et que les invités regagnèrent leur chambre, Marcus monta lentement les escaliers. Le couloir du 2e étage était décoré de portraits anciens, visages d'ancêtres qui, désormais, ne faisaient qu'observer les pas des vivants. Lorsqu'il passa devant la porte de la chambre de Constance, il s'arrêta un instant. Aucun bruit. Aucune lumière, mais la porte était entr'ouverte. Pas comme une invitation explicite, plutôt comme une omission volontaire. Il entra. La lampe de chevet était allumée, douce, teintant la pièce d'une lumière ambrée et tiède. Constance se tenait debout, près de la fenêtre, dos tourné. Elle avait troqué sa robe contre un peignoir de soie bleu nuit, laissant entrevoir ses jambes nues. Son reflet dans la vitre était tout ce qu'il voyait, et cela suffisait à désorganiser le reste du monde. « Je pensais que vous ne viendriez pas, » dit-elle sans se retourner. « Je pensais que je ne devais pas, » répondit-il, sincèrement. « Et vous faites toujours ce que vous devez ?» Il rit, faiblement, presque tristement. « Non, je veux dire, pas toujours. » Elle se retourna alors, lentement. Ses yeux ne portaient aucune séduction manifeste. Ils portaient quelque chose de plus dangereux, la lucidité. Marcus s'approcha. Il s'arrêta devant elle. Il ne la toucha pas. « Vous me laissez entrer ?»« Non, répondit-elle. Vous êtes déjà entré. Je décide seulement si je ferme la porte derrière vous. » Son souffle se modifia, et dans cet espace de quelques secondes où tout pouvait basculer ou s'interrompre, elle fit un pas en avant et posa sa main sur sa poitrine, au-dessus de la chemise. Il l'embrassa. Un geste retenu, mais pas le désir. Le baiser était comme un jeu de miroir, chaque mouvement reflété, chaque pose partagée. Ses mains la touchaient avec la prudence de celui qui manipule quelque chose de trop précieux pour être brisé. Mais Constance était un feu voilé, et ce fut elle qui mena la danse. Cette nuit-là, ils se défirent lentement, couche après couche, mot après geste, peau contre intention. Ce fut lui qui l'embrassa le premier,
Mais ce fut elle qui guida le baiser. Sa bouche ne demandait pas, elle explorait. La chaleur était contenue, comme un incendie enfermé à l'intérieur. Ses mains glissèrent lentement dans son dos, faisant glisser les vêtements jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et quand elle l'attira par la nuque jusqu'au lit, il n'y avait pas d'hésitation, mais pas non plus de reddition totale. Leur union fut intense, mais tendue, sans précipitation, sans scénario, comme si leur corps pouvait enfin dialoguer là où les mots trébuchaient, elle au-dessus, lui en elle, tous deux tentant de deviner où finissait le contrôle et où commençait le vertige. Ils firent l'amour comme on négocie, avec des pauses, des avancées, des reculs et des silences tendus. Il l'enlaça avec force, elle l'enlaça avec maîtrise. Leurs gémissements formaient une symphonie pour Marcus, qui perdit le contrôle lorsqu'elle fit un mouvement rapide pour se retrouver au-dessus. Elle aimait dominer, elle le chevauchait avec puissance, les yeux ancrés dans les siens. Il ne tarda pas à se contracter, submergé par la combustion du plaisir. Ce ne fut que la première fois de la nuit. Ils recommencèrent une deuxième, une troisième fois, même sous la douche, lorsqu'il s'agenouilla devant elle, lui arrachant des soupirs impudiques, chargés de désir. « Emmène-moi au lit maintenant », ordonna-t-elle, lorsqu'elle ne pouvait plus se retenir. Il éteignit la douche et obéit, la portant dans ses bras jusqu'au nid du plaisir. Cette fois, ce fut plus intense, plus bruyant. Quand ils atteignirent leurs limites, Marcus resta allongé à ses côtés, le corps rassasié, mais l'esprit en ébullition. Constance se leva avant l'aube. Elle marcha nue sur le balcon, les cheveux défaits par ses mains à lui. La mère en contrebas semblait murmurer ce qu'il ne savait pas encore exprimer. « On doit vraiment rentrer ?» demanda-t-il, toujours étendu. Elle tourna la tête par-dessus son épaule et sourit. « Tu as une réunion importante demain matin. » Ils arrivèrent à Paris en fin d'après-midi. La ville était toujours grise et parfaite. Le temps y semblait encore précieux, les regards toujours calculés. Mais pour Marcus Dumas, quelque chose de fondamental s'était déplacé. Un glissement tectonique intérieur, invisible aux yeux des passants. Car désormais, Constance faisait partie de sa routine. Et cela était bien plus dangereux que de la savoir hors de celle-ci. Dans les jours qui suivirent, il commença à la croiser dans tous les recoins du bâtiment, même sans raison valable. Il lui demandait son avis sur des contrats déjà approuvés. Il exigeait sa présence à des réunions, simplement pour entendre sa voix aiguisée briser la monotonie. Constance ne refusait pas, mais elle ne se pressait jamais. Chaque pas, chaque mot, chaque silence de sa part était un rappel. Elle était dans le jeu, mais elle jouait selon ses propres règles. Et lui, maître de la négociation pour la première fois, ne savait plus où était le gain dans le fait d'avoir une seule femme. Lui qui les avait toujours eues toutes, ou du moins autant qu'il le souhaitait. Poussé par le désir de l'avoir à tout moment, il loua un appartement discret pour leur rendez-vous. Les premières rencontres, marquées par des élans contenus et des caresses brûlantes, devinrent un rituel clandestin et cadencé. Là-dedans, le monde changeait de fréquence. Le flat n'était pas grand, mais il était parfaitement caché. Entre les ruelles étroites de Montmartre, au 3e étage d'un immeuble ancien recouvert de lierre desséchée, Marcus Dumas avait créé un espace en dehors du monde, ou plutôt un espace à part du sien. Les fenêtres donnaient sur une cour silencieuse où le bruit de la ville semblait se dissoudre en murmures. Là, les horloges devenaient décoratives, et le temps, un secret cultivé à deux. L'appartement avait été décoré avec une élégance contenue, murs au ton charbon et crème, étagères remplies de livres de droit et quelques œuvres d'art modernes. Au centre, un canapé en lin gris usé sur les bords par les mains impatientes de ceux qui ont trop attendu. Une cuisine discrète, sans odeur d'usage. Et au fond, la chambre, où le lit semblait trop large pour les limites de la raison. C'est là que le feu commença à changer de trajectoire. Il ne s'agissait plus de l'étincelle de la rencontre, mais de la braise constante, celle qui réchauffe de l'intérieur et consume lentement les contours d'un homme habitué à tout contrôler. Marcus arrivait au flat. Il retirait son costume, pliait sa chemise avec précision et l'attendait. Parfois, il lisait. Parfois, il fixait simplement l'espace vide, comme on observe un miroir, cherchant à comprendre à quel moment exact il s'était perdu.
Constance venait quand elle le décidait. Elle ne prévenait pas, ne confirmait rien. Et pourtant, elle savait toujours le moment exact où son absence devenait une urgence. La 3e semaine après le château, elle arriva les épaules mouillées par la pluie. Elle portait un trench beige, humide au bord, et des bottes sombres tachées de feuilles. Quand elle entra, l'odeur de la rue, terre mouillée, vin renversé, fumée lointaine, emplit l'air. Elle ne dit rien. Elle ôta simplement son manteau et le suspendit, laissant tomber les gouttes au sol, comme un métronome sans hâte. Marcus était assis sur le canapé, un verre de vin à côté, les yeux mi-clos. Il ne dormait jamais quand elle venait. « Je pensais que tu ne viendrais pas ce soir », dit-il d'une voix rauque, intime. « Moi aussi », répondit-elle, puis s'approcha de lui. Elle s'arrêta debout devant sa jambe. Son regard était paisible, mais chargé. Comme si tous les mots étaient là, simplement pas encore prêts à tomber. Elle s'assit sur ses genoux, sans cérémonie, sans jeu, juste avec la fluidité de celle qui sait exactement ce qu'elle provoque. Mais à la différence des autres fois, elle ne l'embrassa pas. Elle posa simplement son front contre le sien, les yeux fermés, les souffles accordés. « Parfois, » commença-t-elle, « je me demande si tu me désires, ou si tu désires seulement ce que tu ne peux pas contrôler en moi. » Marcus garda ses mains sur sa taille, mais la pression se fit plus douce. Son visage se durcit un instant, comme s'il voulait réagir. Mais ensuite, il inspira profondément, comme quelqu'un qui accepte d'être touché là où il s'est toujours protégé. Et si c'était à les deux? Constance recula légèrement, le regard fixé sur lui. Un regard qui ne jugeait pas, mais qui ne pardonnait pas non plus. Le lendemain matin, il arriva au siège du groupe Dumont-Équité, plus tôt que d'habitude. Céline l'observa attentivement. Rien ne semblait déplacé, et pourtant, quelque chose en lui paraissait désaccordé. « Souhaitez-vous que je convoque l'équipe juridique pour réviser la fusion avec Norvège Capitale ?» demanda-t-elle. « Non, je veux uniquement mademoiselle Marchand, et que personne d'autre n'entre dans mon bureau jusqu'à nouvel ordre. » Céline hésita, puis acquiesça. Elle avait appris que l'instinct de Marcus n'était presque jamais aléatoire. Mais elle savait aussi que depuis l'arrivée de Constance, un autre type d'impulsion flottait dans l'air, quelque chose qui ne provenait pas des courbes financières. Constance s'assit face à lui, la serviette posée sur les genoux. Elle était sérieuse, impeccable, mais pas froide. Il y avait dans sa posture quelque chose qui disait « Je suis prête, mais je ne suis pas disponible. » « J'ai repensé à ce que tu m'as dit, » commença-t-il. « Je suis surprise, » répondit-elle. « Tu écoutes, toi. Pas toujours, mais avec toi, je ne peux pas faire autrement. » Un silence s'installa, pas tendu, mais chargé. Marcus se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, puis parla sans la regarder. « Je n'ai jamais eu besoin que l'on me voie. Il suffisait qu'on m'obéisse. C'était plus simple, plus propre, mais maintenant, avec toi... » Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je ne sais plus ce que je veux y voir, ce que j'ai toujours été ou ce que je commence à devenir quand tu es là. Constance referma lentement sa serviette, comme si elle venait de clore quelque chose, ou peut-être d'ouvrir autre chose. Cet après-midi-là, Constance ne retourna pas au service juridique. Elle l'accompagna à Montmartre. Le flat les attendait, déjà chargée de la tension qu'ils y avaient semée les jours précédents. Elle retira ses chaussures dès qu'elle entra, marcha jusqu'à lui sans détourner les yeux, lui prit la main et l'entraîna jusqu'à la chambre. Là, elle lui demanda de s'asseoir sur le lit pendant qu'elle se déshabillait lentement. Avant même qu'elle ait enlevé tous ses vêtements, il était déjà visible que son désir grandissait sous le tissu de son pantalon. Cette fois, l'acte fut plus lent. Ni plus brutal, ni plus doux, simplement plus vrai. Elle menait. Il obéissait. Mais pas comme un homme soumis. Comme un homme qui comprend enfin que céder, parfois, c'est aussi une forme de puissance. Constance le tira par la main, le faisant se lever. Elle lui ôta ses vêtements. Chaque bouton, une frontière franchie. Il la prit dans ses bras, ses jambes l'entourèrent avec force. Il marcha jusqu'au lit en la tenant contre lui, s'allongea au-dessus d'elle. Mais c'était elle qui décidait du rythme, de la profondeur,
du silence entre les gémissements qui ressemblaient à des vers écrits sans encre. Puis, elle le chevaucha avec l'élégance d'une cavalière expérimentée domptant son étalon, les yeux plongés dans les siens. Son corps disait tout ce que ses lèvres taisaient. C'était elle qui tenait les rênes, qui redirigeait la route, parce qu'elle ne voulait pas seulement qu'il jouisse, elle voulait qu'il se souvienne, qu'il ressente et qu'il n'oublie jamais, et il se souvint, longtemps après. Dans les jours qui suivirent, le flat devint un temple, un laboratoire, un refuge, un lieu où Marcus n'était ni PDG ni stratège. Il était peau, il était désir. C'était une relation sans promesse, sans définition, mais elle contenait tout ce qui ne se dit pas avec des mots, et qui, pour cette raison même, était encore plus puissant. Dans ce jeu de plaisir et de séduction, 6 mois passèrent en un éclair. Marcus n'avait pas touché une autre femme depuis cette première nuit au château. Et cela n'était jamais arrivé auparavant. Lui, qui avait toujours eu le goût raffiné pour les beautés éphémères, était désormais entièrement habité par une seule présence, et elle dominait sa libido, son temps, ses pensées. Il y avait des nuits où elle s'endormait contre sa poitrine, et il l'observait pendant de longues minutes, comme si l'équilibre du monde dépendait de la façon dont ses cils tombaient sur ses joues. Il y avait des jours où elle ne venait pas, sans prévenir, et il attendait, nerveux, rongeant son élégance de l'intérieur. C'était une dépendance, c'était de l'amour, mais aucun des deux n'osait prononcer ces mots à voix haute. Ce fut un après-midi de novembre, pluvieux et doux, que Marcus déposa une enveloppe sur les genoux de Constance, lors d'une réunion informelle sur des contrats de fusion. Elle l'ouvrit discrètement. À l'intérieur, une invitation, papier épais, encre dorée, une phrase manuscrite, Saint-Paul, ce week-end, sans clause, sans astérisque. Constance leva les yeux vers lui. Elle ne dit rien, mais derrière l'éclat habituel de son sarcasme, il y avait quelque chose dans son regard qui tremblait, et il le vit. La route qui serpentait à travers les vignobles de Provence ressemblait à un ruban oublié par une déesse distraite. À mesure que la voiture montait, le monde moderne glissait vers l'arrière, le béton, les bruits électriques, les obligations. Il ne restait que le murmure des oliviers dans le vent et le rythme paresseux des cigales, comme une bande-son faite pour désarmer toute défense. Le village de Saint-Paul-de-Vence surgissait entre les vieilles pierres comme un secret que l'on n'a jamais vraiment oublié. Les maisons, dans des tons de miel et de terre cuite, semblaient respirer l'histoire. C'est là, sur une colline à l'écart du centre, que Marcus Dumas possédait un refuge que presque personne ne connaissait, pas même ses anciennes amantes. Constance était sur le siège passager. Elle portait un jean foncé, un pull en cachemire beige et un foulard noué autour du cou, comme si l'air frais de la Provence ne l'intimidait pas, mais se contentait de la frôler. Ses cheveux étaient détachés, légèrement ébouriffés par le vent qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Mais ses yeux, eux, étaient lointains, non pas dans le refus, mais dans l'analyse, comme si chaque virage de la route était une page qu'elle devait lire attentivement avant de répondre. La maison était discrète et chaleureuse. Des murs de pierre couverts de vignes rouges, des portes en bois sombres avec des serrures en fer forgé. À l'intérieur, une harmonie entre rusticité et raffinement. Poutres apparentes au plafond, canapés en lin, livres en français et en italien éparpillés comme des traces d'un esprit en mouvement. Une bouteille de vin attendait déjà, ouverte, sur la table. 2 verres. Un feu allumé dans la cheminée. Plus pour le charme que pour la chaleur. Car ici, le froid était doux. Constance posa son sac avec soin à côté du divan et marcha jusqu'au balcon. De là, on voyait la vallée teintée par les couleurs du crépuscule, or, rouille et violet. Elle s'appuya sur la balustrade de pierre et ferma les yeux un instant, comme si elle respirait une langue oubliée. Marcus s'approcha en silence. Il s'arrêta à ses côtés, sans la toucher. Ils restèrent ainsi de longues secondes. Le monde, ici, n'exigeait pas de mots, mais le silence entre eux, cet après-midi-là, commençait à changer de couleur. « Je t'ai amené ici, dit-il enfin, parce que je suis fatigué des jeux sans fin.
Et j'ai déjà joué avec le monde entier. Constance tourna la tête. Ses yeux étaient calmes, mais non anesthésiés. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement de moi, Marcus? Je ne veux pas te posséder, ni te garder. Je veux te voir, même quand tu essaies de ne pas être vu. Et je veux que tu me vois, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Elle resta debout, le regard fixé à l'horizon. « Et que ressens-tu » demanda-t-elle sans douceur mais avec sincérité. Marcus ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers ses mains. Il n'y avait ni bague, ni alliance, mais il y avait des marques, de fines cicatrices de contrôle, de choix faits en silence, de ceux qui se blessent à l'intérieur pour ne pas saigner à l'extérieur. « J'ai peur, » dit-il. « Peur de ne pas être suffisant, peur d'aimer et de ne pas être aimé avec la même vérité. J'ai faim de toi, mais pas seulement de ton corps, faim de ton silence, de ton sourire, de tes limites, de ce que tu ne m'as pas encore montré. » Constance se retourna. Elle s'approcha de lui. « Tu me veux entière, Marcus. Mais es-tu prêt pour la part de moi qui ne s'imbrique nulle part ?» Il releva les yeux, et pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait vulnérable, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était enfin ouvert. « Non, » répondit-il, « mais je veux essayer. » Elle le prit dans ses bras. Ne dit rien, reposa sa tête contre son épaule, et là, entre le crépitement de la cheminée et le vieux silence des collines, quelque chose se dénoua entre eux. Ce n'était pas une reddition, c'était une trêve. Plus tard, ils dînèrent sous un vieil olivier, à une table rustique recouverte de lin blanc taché de vin. Rien d'excessif. Mais tout était intentionnel. La conversation fut plus légère. Constance parla de son enfance à Lyon, d'une grand-mère qui lui avait appris à coudre et à observer. Marcus avoua qu'il avait écrit de la poésie à l'adolescence, mais qu'il ne l'avait jamais montré à personne. Ils en rirent, mais pas trop. Il y avait toujours un voile de mélancolie dans leur rire, comme si le monde réel était toujours en embuscade, leur rappelant que la légèreté a une date d'expiration. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, il n'y avait plus d'urgence. Constance retira son chemisier lentement, non par provocation, mais comme quelqu'un qui se défait d'une armure. Marcus s'approcha par derrière, fit glisser ses doigts le long de sa colonne vertébrale et l'embrassa entre les omoplates avec une lenteur douloureuse, avant de prendre ses seins dans sa bouche, l'un après l'autre, pendant exactement le même temps, pour que ni l'un ni l'autre ne soit jaloux. Elle se laissa guider, de face, de dos, sur le canapé du salon, debout contre le mur du couloir, puis enfin dans le lit, une fois qu'ils y arrivèrent. Elle se laissa conduire, mais sans jamais perdre le contrôle, ni le rythme. Chaque mouvement était une réponse, une question, un oui contenu dans un gémissement étouffé entre les dents. Et lorsqu'ils atteignirent la limite, épuisés, les corps trempés de sueur, ils se cambrèrent dans les mêmes spasmes, les regards ancrés l'un dans l'autre, fermes, comme si à cet instant il n'y avait plus de jeu, juste la vérité nue du désir, non pas celui qui veut gagner, mais celui qui veut rester. Le lendemain, le petit déjeuner fut silencieux, non pas par malaise, mais parce qu'un nouveau type d'écoute s'était installé entre eux. Constance regardait par la fenêtre. Marcus observait la vapeur s'élever de la tasse de thé entre ses doigts. « Tu sais, dit-elle enfin, que je peux partir à tout moment. N'est-ce pas? Je sais, répondit-il sans la moindre hésitation. Et pourtant, je te veux ici, même si tu pars après, compléta-t-il sans hésiter. Elle sourit, un sourire léger mais vrai, un rare rayon de soleil au milieu de tant de jours gris. « Peut-être que je resterai un peu plus longtemps, » dit-elle en mordant un morceau de pêche. Ce n'était pas une promesse, ni un contrat, mais pour lui, c'était plus que n'importe quelle clause. En revenant à Paris le dimanche après-midi, le monde était exactement comme il l'avait laissé, rapide, bruyant, exigeant. Mais entre eux, désormais, il y avait quelque chose de nouveau, un écho de silence qui ne blessait pas, mais réconfortait. Et Marcus Dumas, l'homme qui avait toujours fait plier le monde à sa volonté, comprit qu'avec Constance, le vrai pouvoir résidait dans le fait de se laisser toucher par ce qui ne pouvait être dompté. La nuit à Paris était dense de lumières et de promesses. Aucune étoile n'était visible,
non par absence, mais parce que les lustres des salons anciens, les flashs des caméras et les éclats dans les yeux de ceux qui attendaient quelque chose éclipsaient jusqu'au ciel. L'hôtel Salomon de Rothschild, joyau du XIXe siècle, semblait suspendu entre les époques. Les colonnes de marbre soutenaient non seulement le poids du plafond, mais aussi celui des histoires, des accords et des ambitions ensevelis sous chaque dalle. Des tapis rouges recouvraient les marches et les couloirs vibraient de parfums coûteux, de rires étouffés et de pas calculés. C'était le bal annuel du groupe Dumont Équité, le point culminant du calendrier financier parisien où PDG, ministres, héritiers et cadres se mêlaient sous le vernis de la sophistication. Mais ce soir-là, quelque chose allait sortir de l'ordinaire. Marcus Dumas arriva seul. Il portait un smoking noir à la coupe italienne, le nœud papillon desserré avec une précision millimétrée pour paraître décontracté, mais jamais négligé. Ses yeux, habituellement glacials, observèrent la foule comme un général qui connaît toutes les cartes du terrain, mais ne s'attache à aucun itinéraire. Il sourit ici, salua là, trinqua au champagne, parla 3 langues en 20 minutes. Mais tous ne voulaient savoir qu'une seule chose, et la stagiaire. Car dans les couloirs du siège, on ne chuchotait plus, on parlait. La haute direction soupçonnait. Les investisseurs étrangers commentaient. Et même ceux qui préféraient détourner le regard ressentaient la rumeur collée au mur avec la texture de l'irréfutable. Marcus, comme toujours, ne se souciait pas des rumeurs. Mais pour la première fois, il voulait les transformer en aveux. Constance Marchand arriva une demi-heure plus tard. Sa robe était d'un bleu pétrole, comme le ciel avant la tempête. Une coupe biaisée révélait son dos nu et le tissu fluait comme s'il obéissait davantage à son corps qu'à la gravité. Ses cheveux étaient détachés, légèrement ondulés, retenus par une petite barrette dorée sur le côté. Autour de son cou, un collier en forme de flamme, un cadeau de Marcus, reposait comme un secret déjà brûlé. Lorsqu'elle entra dans le salon, les conversations diminuèrent presque imperceptiblement. Les regards se tournèrent, certains surpris, d'autres jugeants, et beaucoup avec quelque chose de plus indéfinissable, une fascination inconfortable. Constance traversa la salle avec le calme de celle qui n'a rien à prouver. Elle savait où elle était, elle savait ce qu'elle était, et, plus important encore, elle savait ce qu'elle refusait d'être. Marcus la vit, et ce fut comme si le salon entier disparaissait. Il s'avança vers elle sans se presser, ses chaussures effleurant le marbre poli. Il s'arrêta devant elle. Il ne sourit pas avec les lèvres, mais ses yeux disaient tout. « Bonsoir, Constance. Bonsoir, monsieur Dumas. Vous êtes prête ?»« Toujours, » répondit-elle en saisissant la main qu'il lui tendait. Et là, au milieu de dizaines de regards qui évaluaient, jugeaient, spéculaient, Marcus Dumas, l'homme le plus calculateur de Paris, conduisit Constance Marchand au cœur de la nuit. Le discours était protocolaire. Le père de Marcus, Bertrand Dumas, président du conseil et relique de l'ancienne garde entrepreneuriale, venait de porter un toast aux conquêtes, à la stabilité et à la tradition. Le micro fut ensuite tendu à Marcus, comme toujours. Et comme toujours, on attendait de lui qu'il soit bref, élégant et surtout prévisible. Mais ce qu'on entendit fut d'un autre ton. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix ferme et sereine, cette entreprise a été bâtie sur les piliers de la précision, du contrôle et de l'anticipation. Mais il y a une chose qu'aucune clause, aucun bilan, aucune prévision ne peut anticiper. Silence. Ce qui brûle à l'intérieur. Les regards se croisèrent. Des murmures s'élevèrent. Il poursuivit. « J'ai passé ma vie entière à essayer d'être une forteresse. Mais certaines choses ne se retiennent pas avec des murs, seulement avec du courage. » Puis il la regarda droit dans les yeux. « Constance Marchand, tu as défié tout ce que je croyais savoir du contrôle. Et tu m'as appris, sans rien exiger, que perdre l'équilibre peut être le début de quelque chose de plus sincère. Je suis ici pour te dire, devant tous, que je t'aime. Pas en tant que PDG, pas en tant qu'homme de pouvoir, mais comme quelqu'un qui, pour la première fois, a appris à brûler avec plaisir. » La salle entière retint son souffle. Bertrand, le père, esquissa un sourire discret. Certains applaudirent, d'autres détournèrent les yeux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Marcus descendit de la scène et marcha vers elle. Il la prit par la taille.
avec la fermeté de celui qui ne se cache plus, et elle se laissa faire. Ils dansèrent sous les arches anciennes. Il n'y avait pas de valse, seulement une mélodie douce, improvisée par un quatuor distrait. Mais leur corps suivait un rythme qui n'avait pas besoin de partition. « Tu es fou », murmura Constance, un demi-sourire aux lèvres. « Ou peut-être, je suis enfin sain d'esprit », répondit-il. Quelques heures plus tard, le penthouse de Marcus était silencieux. Paris brillait en contrebas, comme si la ville elle-même soupirait encore de ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Constance retira ses talons et marcha jusqu'au centre du salon. La robe était dénouée dans le dos, ses cheveux plus défaits. Elle ressemblait à une sculpture qui venait de s'éveiller d'un long sommeil. « Si je dis oui maintenant, tu tiendras le coup ?» demanda-t-elle, debout devant la fenêtre. Marcus s'approcha. Il s'arrêta derrière elle. Ses doigts effleurèrent la peau nue de son dos. Sa respiration était calme, mais dense. Il l'embrassa avec une tendresse sauvage, comme quelqu'un qui ne supplie pas mais célèbre, et ce qui suivit fut un abandon. Ils firent l'amour avec faim et révérence, mais cette fois sans jeu de séduction. Il la coucha sur le sol du salon, entre les ombres et la lumière de la ville. Sa bouche explora chaque centimètre de son corps avec gratitude. Elle s'ouvrit avec force, sans soumission, sans peur. Elle l'enlaça de ses jambes, le tira à elle de ses mains et le guida comme si elle écrivait une nouvelle langue avec son corps. Leurs gémissements se mêlaient au son lointain de la ville, et lorsqu'il gémit de plaisir, c'est son prénom à elle qui s'échappa de ses lèvres, non pas comme un désir, mais comme une certitude. Plus tard, allongée sur le tapis, elle posa la tête contre son torse. Le collier pendait à son cou, légèrement tourné, comme un symbole accidentel de tout ce qu'il venait de vivre. « Tu crois vraiment que ça peut durer ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas si ça durera, » répondit-il, « mais je sais que je ne veux pas arrêter d'essayer. » Elle sourit contre sa peau. « Alors brûlons, tant qu'il y aura du feu. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils ne se promirent pas l'éternité, ils se promirent l'intensité. Et au fond, c'était plus vrai que n'importe quel serment. Parfois, perdre le contrôle est exactement ce dont on a besoin pour trouver quelque chose de vrai. L'amour, lorsqu'il ne cherche pas à nous posséder, nous libère. Et dans les histoires les plus intenses, il ne s'agit pas de savoir qui domine, mais de savoir qui choisit de rester. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire. Croyez-vous que l'amour soit aussi une forme de courage? J'ai hâte de lire ce que votre cœur a à dire. Un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle aventure.